Dans ce module sur les comorbidités, nous allons commencer par parler du diabète. Le diabète est un excès de sucre dans le sang. Il peut être secondaire à deux causes. Le diabète de type 1, qui est à gauche, vous voyez une maladie auto-immune avec destruction des cellules bêta du pancréas, et ce qui entraîne une baisse de la sécrétion d'insuline et une augmentation du taux de sucre. Le second type de diabète est le diabète de type 2, qui est une maladie chronique qui apparaît plus tardivement, avec une insulinorésistance, c'est-à-dire que le taux d'insuline est initialement normal, mais les tissus n'arrivent pas à métaboliser le sucre. Le diabète est favorisé par la présence de facteurs de risque, comme l'obésité viscérale, la sédentarité, l'hypertension artérielle et certains paramètres héréditaires. Le diabète entraîne un risque accru de maladies cardiaques et vasculaires en créant des rétrécissements au niveau des artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose, ce qui augmente à la fois le risque d'infarctus du myocarde de 2 à 4 et également le risque d'insuffisance cardiaque qui peut être lié soit à cette maladie coronaire dans les suites d'infarctus, mais également à une dysfonction du muscle cardiaque. Le diabète de type 2 simple peut être pris en charge par le médecin traitant ou le cardiologue, et quand il se complique, ou en cas de diabète de type 1, un recours à l'endocrinologue, spécialiste du diabète, est souvent nécessaire. Le traitement du diabète dépend de son type. Pour le diabète de type 1, il repose sur un traitement par insuline, sous-cutanée ou par une pompe, avec une surveillance très régulière de la glycémie. Pour le diabète de type 2, les règles hygiéno-diététiques sont très importantes, c'est-à-dire améliorer son alimentation et peut être pris de façon médicale par différents traitements, notamment en première ligne la metformine, suivi des inhibiteurs de SGLT2 dont le suffixe se termine par glyphosine et des analogues de GLP1 dont le suffixe est glutide. Le contrôle du diabète est absolument fondamental pour éviter la progression vers l'insuffisance cardiaque, notamment en limitant le risque de maladies coronaires, d'accident vasculaire cérébral et d'artériopathie. Dans ce module sur les comorbidités, nous allons parler des dyslipidémies, qui sont ce qu'on appelle l'excès de cholestérol. Il existe plusieurs types de cholestérol dans notre sang. Les mauvais cholestérols sont surtout celui qu'on appelle le LDL cholestérol et les triglycérides, et le bon cholestérol, le HDL cholestérol. Ainsi, l'augmentation du LDL cholestérol et des triglycérides peut entraîner des complications au niveau des artères, notamment au niveau des vaisseaux du cœur, les artères coronaires, favorisant des rétrécissements qui entraînent de l'angine de poitrine et des infarctus du myocarde. Sur les vaisseaux de la tête et du cou, si ces artères se rétrécissent, elles peuvent entraîner des accidents vasculaires ischémiques. Enfin, si les artères des jambes se rétrécissent, on développe une maladie qui s'appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il existe des facteurs de risque qui provoquent cet excès de cholestérol. Ils peuvent être d'ordre héréditaire dans le cas d'hypercholestérolémie familiale. Il peut également s'agir d'une alimentation excessive en matière grasse, de la présence d'un surpoids ou d'une sédentarité. Le contrôle du taux de cholestérol est absolument nécessaire pour réduire le rétrécissement des vaisseaux et réduire le risque d'infarctus, d'accident vasculaire et d'artériopathie. Le risque d'infarctus augmente le risque d'insuffisance cardiaque. Il existe plusieurs étapes pour contrôler le taux de cholestérol. Le régime adapté pauvre en graisse est un élément fondamental, ainsi que l'activité physique. Si cela ne suffit pas ou s'il y a déjà une maladie vasculaire sévère, il faut utiliser les médicaments. La première étape médicamenteuse comporte essentiellement les statines, qui sont les médicaments de référence qui réduisent le risque, auxquels on peut associer les étimibes,
et plus rarement les fibrates. En cas de résistance du taux de cholestérol aux statines et à l'ézetimibe, on peut se tourner vers des médicaments qui s'appellent les inhibiteurs de PCSK9, qui doivent être prescrits par un spécialiste des maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Dans ce module concernant les comorbidités, nous allons aborder le thème de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle se définit par un seuil de pression artérielle supérieur à 140 mm de mercure pour le premier chiffre et supérieur à 90 mm de mercure pour le second chiffre. La mesure se fait à l'aide d'un brassard au niveau du bras. On parle d'hypertension artérielle non contrôlée quand ce niveau de pression reste supérieur à 140 et ou 90 mm de mercure malgré des traitements adaptés, et d'hypertension artérielle contrôlée quand les chiffres de systolique, le premier chiffre, sont compris entre 120 et 140 mm de mercure. L'hypertension artérielle est un facteur de risque qui entraîne un retentissement au niveau du cœur et des vaisseaux. Notamment au niveau du cœur, il peut y avoir un épaississement du cœur qu'on appelle une hypertrophie du ventricule gauche. Il peut y avoir des rétrécissements au niveau des vaisseaux coronaires, ce qu'on appelle la coronaropathie ou maladie coronaire. Et ces deux éléments peuvent favoriser à terme de l'insuffisance cardiaque. L'hypertension artérielle peut également augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie rénale chronique. Il existe certains éléments favorisant l'hypertension artérielle qui sont le vieillissement des vaisseaux, l'augmentation d'une consommation de sel ou d'alcool, l'obésité, la sédentarité et le stress. La présence d'une hypertension artérielle nécessite un traitement et un suivi qui peut être réalisé pour les formes simples par le médecin traitant et pour les formes plus complexes ou en cas d'atteinte cardiaque ou néphrologique par l'aide d'un cardiologue ou d'un néphrologue. La première étape du traitement de l'hypertension artérielle comporte toujours une modification de l'hygiène de vie dans la mesure du possible en limitant les apports en sel et en alcool et en pratiquant une activité régulière et éventuellement favoriser une perte de poids en cas d'obésité. La seconde étape est la mise en place des médicaments spécifiques de l'hypertension artérielle, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, dont le suffixe est pril, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou ARA2, dont le suffixe est sartan, les inhibiteurs calciques, dont le suffixe est dipine, les diurétiques thiazidiques, et enfin les bêta-bloquants dont le suffixe est LOL. Ces médicaments peuvent être utilisés de façon isolée ou en association en fonction des besoins et des comorbidités. Le contrôle de l'hypertension artérielle diminue le risque d'insuffisance cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de maladie coronaire et de maladie rénale chronique. Dans ce chapitre décrivant les comorbidités, nous allons spécifiquement parler de l'obésité. La situation d'obésité est secondaire à un excès de masse grasse et un risque accru de complications métaboliques et cardiovasculaires. L'obésité s'évalue à l'aide de l'indice de masse corporelle ou IMC que l'on calcule en divisant le poids en kilogrammes par la taille au carré en mètres. Entre 25 et 30 kg par mètre carré, il s'agit d'une situation de surpoids. Entre 30 et 35 kg par mètre carré, il s'agit d'une obésité de grade 1. Entre 35 et 40 kg par mètre carré, d'une obésité de grade 2. Et au-delà de 40 kg par mètre carré, une obésité de grade 3. Les conséquences au niveau cardiaque sont l'épaississement des cavités avec ce qu'on appelle l'hypertrophie ventriculaire et un risque accru de maladie coronaire. Ces deux éléments pouvant conduire à l'insuffisance cardiaque. Les causes principales de l'obésité peuvent être d'origine génétique, liées au mode de vie avec la sédentarité et une alimentation déséquilibrée, et enfin des troubles hormonaux.
La situation d'obésité doit être prise en charge dans le cadre d'un parcours de soins avec des personnels spécialisés, qui peuvent être le médecin traitant, le médecin spécialisé en nutrition et la diététicienne. Il existe plusieurs étapes fondamentales, notamment le rééquilibrage alimentaire avec un suivi nutritionnel. L'activité physique adaptée est un élément clé également, et il existe des médicaments spécifiques, notamment les analogues de GLP-1. La chirurgie bariatrique peut être un élément également de la prise en charge dans des cas spécifiques et en cas de concertation entre l'ensemble des professionnels de santé dans le parcours de soins. Le contrôle de l'obésité est absolument majeur puisque la diminution de poids permet directement de réduire le risque d'insuffisance cardiaque. Dans ce chapitre concernant les comorbidités, nous allons traiter de l'insuffisance rénale chronique ou maladie rénale chronique. Le rein est un organe fondamental dans le fonctionnement de l'organisme. Il a un rôle de filtre et il excrète les substances toxiques et maintient l'équilibre de l'eau et du sel dans l'organisme. La fonction rénale s'évalue en pratique courante par le dosage de la créatininémie par une prise de sang, et l'on peut estimer sa capacité de filtration, ce qu'on appelle le DFG. Le DFG est normal à plus de 90. La maladie rénale est débutante quand la valeur est entre 60 et 90. Entre 30 et 60, la maladie rénale est dite modérée. Entre 15 et 30, elle est dite sévère et en dessous de 15, terminale. La maladie rénale chronique peut entraîner plusieurs conséquences sur le système cardiovasculaire. Il s'agit de l'hypertension artérielle, de l'athérosclérose ou artériosclérose qui peut entraîner une rigidité des vaisseaux et un rétrécissement. Cela peut entraîner un risque d'arythmie et d'insuffisance cardiaque. Le syndrome cardio-rénal est une association de défaillance du rein et du cœur, et cela aggrave le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Les facteurs de risque spécifiques qui entraînent une maladie rénale chronique sont essentiellement le diabète, l'hypertension artérielle, le vieillissement et les médicaments toxiques pour le rein. L'insuffisance rénale chronique à son stade précoce peut être prise en charge par le médecin traitant, mais en cas d'évolution, le support du médecin spécialiste du rein, néphrologue, est nécessaire à la bonne prise en charge. Il existe plusieurs éléments qui peuvent freiner la progression de la maladie rénale chronique, à l'aide notamment de médicaments qui protègent le rein, comme les IEC, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les ARA2, antagonistes de l'angiotensine 2, et les ISGLT2 ou glyphosine, qui sont tous des médicaments de protection rénale. Il faut surveiller certains paramètres biologiques, notamment l'anémie, manque de globules rouges, l'excès de phosphore ou la baisse du calcium, et tous ces éléments peuvent être contrôlés par les médicaments prescrits par le néphrologue. Il faut éviter également les substances toxiques, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les injections de produits de contraste iodés, par exemple pour des scanners, s'ils ne sont pas utiles. Une tension bien contrôlée et une glycémie bien contrôlée, c'est-à-dire en cas de diabète, utiliser des médicaments spécifiques également, réduisent la progression de l'insuffisance rénale chronique. Pour les stades les plus avancés, il peut y avoir recours à la dialyse ou à la transplantation quand la défaillance rénale est trop importante. Une prise en charge précoce de la maladie rénale chronique est importante en cas d'insuffisance cardiaque car elle limite également l'évolution de l'insuffisance cardiaque. Dans ces modules de comorbidité, nous allons traiter de l'insuffisance respiratoire et de la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. La BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, est une maladie inflammatoire chronique des bronches. Elle peut évoluer vers une insuffisance respiratoire quand le poumon est très abîmé et ne peut plus assurer l'oxygénation de l'organisme.
Les symptômes de la maladie commencent en général par une toux chronique avec des expectorations et un essoufflement s'installe progressivement. Compte tenu des interactions très proches entre le cœur et le poumon, qui se situent tous les deux dans la cage thoracique, les maladies respiratoires chroniques peuvent avoir un retentissement cardiaque, notamment une fatigue des cavités cardiaques droites, pouvant conduire vers ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire et l'insuffisance cardiaque droite. Les principaux facteurs de risque de la BPCO sont le tabagisme, la pollution, certaines expositions professionnelles et enfin des causes plus rares d'ordre génétique. La prise en charge de la BPCO ou de l'insuffisance respiratoire chronique est fondamentale pour également protéger le cœur, notamment le cœur droit. Cette prise en charge peut être réalisée pour les stades les plus précoces par le médecin traitant et en cas d'évolution par un pneumologue. Le sevrage tabagique, quand il est présent, est absolument nécessaire. Il est la priorité absolue pour éviter l'aggravation de la maladie respiratoire chronique. Il existe des médicaments qui dilatent les bronches, appelés bronchodilatateurs, de différentes classes thérapeutiques. La réhabilitation à l'effort est un élément fondamental pour améliorer la qualité de vie et le pronostic de la maladie. Pour les formes les plus sévères, une prise d'oxygène au long cours peut être parfois nécessaire. Cette pathologie, si elle n'est pas prise en charge, entraîne un plus mauvais pronostic chez un patient ayant une insuffisance cardiaque chronique. Dans ce module sur les comorbidités et l'insuffisance cardiaque, nous allons traiter du cancer. Le cancer est une prolifération anarchique de cellules anormales dans un organe initial. Il s'agit de la tumeur primitive. Les cellules peuvent ensuite envahir les tissus et entraîner des localisations secondaires dans d'autres organes, ce qu'on appelle les métastases. Il existe des relations étroites entre le cancer et les maladies cardiovasculaires. Tout d'abord, on note des facteurs de risque communs pour développer un cancer et des maladies cardiovasculaires. Il peut s'agir de l'obésité, du tabagisme, de la sédentarité et d'autres éléments liés au mode de vie. Le traitement du cancer peut avoir des effets délétères cardiologiques selon le type de traitement envisagé. Certaines chimiothérapies ou thérapies ciblées ou immunothérapie peuvent entraîner des problématiques cardiovasculaires. Le cancer en lui-même, qui provoque une inflammation généralisée dans l'organisme, peut provoquer des anomalies cardiaques, notamment un risque accru de caillots. La dénutrition qui peut être provoquée par le cancer est un élément également qui peut gréver le pronostic d'une maladie cardiaque sous-jacente. En présence d'un cancer et d'une insuffisance cardiaque, il est absolument nécessaire d'entreprendre une collaboration entre l'oncologue et le cardiologue. Il faut suivre les étapes du traitement du cancer habituel, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et autres thérapies, mais en continuant à prendre en charge tous les éléments, nutrition, gestion de la douleur et surveillance cardiologique pour permettre le traitement du cancer en toute sécurité. Cette surveillance adaptée permet d'avoir des conditions de sécurité pour protéger le cœur davantage et éviter les effets indésirables liés au traitement du cancer. Dans ce module des comorbidités, nous allons traiter du tabagisme. Le tabac entraîne des lésions sur différents organes, notamment les poumons, mais également le système cardiovasculaire. Nous allons essentiellement développer les problématiques cardiovasculaires. Le tabac comporte plus de 7000 substances toxiques, notamment le monoxyde de carbone et les goudrons. La nicotine est la substance qui rend dépendant. Ces substances toxiques provoquent une agression directe sur la paroi des vaisseaux en endommageant l'artère,
Au début, cela ne provoque pas de problème, puis au fil des années, l'artère peut se rétrécir, voire se rompre brutalement et provoquer un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde ou un anévrisme, c'est-à-dire une dilatation des vaisseaux. La réalisation d'un sevrage tabagique n'est pas forcément toujours aisée puisque la nicotine rend dépendant du tabagisme. Il existe des solutions pour accompagner le sevrage tabagique. Fréquemment, on peut utiliser des substituts nicotiniques comme des patchs ou des gommes qui peuvent être prescrits facilement. En cas de difficulté, on peut avoir recours à un médecin spécialiste tabacologue qui peut nous orienter vers des prises en charge plus personnalisées. Parfois, le soutien psychologique avec les thérapies cognitivo-comportementales peut être adapté pour modifier les habitudes. Et dans d'autres situations, un accompagnement plus détaillé peut être également proposé. Le bénéfice du sevrage du tabagisme est rapide. Les premiers effets peuvent être observés uniquement quelques minutes après l'arrêt de la dernière cigarette, avec une pression artérielle et un rythme cardiaque qui se normalisent. Après un événement cardiaque aigu, le risque de récidive peut diminuer de moitié à 1 an si on arrête le tabagisme. Et au bout de 2-3 ans, après un infarctus, le risque rejoint celui du non-fumeur. L'arrêt du tabac est donc absolument fondamental pour éviter l'évolution vers une insuffisance cardiaque plus sévère.